Un jour, j'ai eu l'idée folle de faire le tour du monde en ULM pendulaire, en quête d'aventure. J'ai choisi l'ULM parce qu'il me permet de me poser presque n'importe où. Je m'appelle Xavier Resset, je suis né et je vis en Suisse, à Verbier. L'idée n'est pas de faire le tour du monde des aéroports. Je veux rester au plus près de la nature. Inutile de vous dire qu'avec la combi, j'ai pas froid. All the government in the world should also know that maybe preserving of natural resources should be a priority. We are the human being, we can create anything. Au pied du volcan, les terres fertiles sont parées du vert intense des futures récoltes de riz. Je reprends les airs et passe des rizières de Java à celles de Bali. Certaines vallées ont été aménagées en terrasses il y a déjà 1000 ans. Une ingénierie minutieuse qui permet l'irrigation précise de chaque parcelle. Forte de son multiculturalisme, Bali accueille de nombreux temples hindous nichés en haut des montagnes ou au cœur des forêts. Les forêts tropicales me donnent la sensation d'un retour aux origines, presque le bien-être du stade fœtal. Elles m'offrent une protection propice à un état méditatif. Bien que devenu très touristique, Bali regorge encore de trésors naturels à découvrir. J'y resterai volontiers, mais mon aventure m'appelle plus à l'est. On est sur le bateau des rangers pour aller dans le parc, pour aller voir les dragons. My name is Usman. I'm original from Komodo Island. Sometimes Komodo dragon come down to the village, so they come and smell the food here, smell the cooking, and then they want to kill the goats here. En 2005, un enfant du village a aussi été la proie des dragons. Les dragons ne sont pas partout et ne sont pas tout le temps. C'est à nous de ruser et aussi d'avoir un peu de chance. The research believe Komodo came from Australia because long time ago all the island in the world is one island. But the people here not believe Komodo came from Australia because in Australia not fossil of Komodo dragon. Komodo dragon only living in the world just Komodo Island in Indonesia. Donc on est vraiment en train d'essayer de les chercher dans les fourrés, dans les endroits un petit peu ouverts. Here we have not gun but only the stick. When the Komodo come to attack us, so we use the fork of the stick and we can put here on the neck.
But if this stick not enough for Komodo, we see Komodo more aggressive. So we have two alternatives how to stay away from the dragon. The first alternative, we have to climb up to the tree because the big Komodo cannot climb, only the little one. And then, so the second alternative, we have to run. But when we run away, so we don't start to run away, but make them zigzag. Komodo dragons came in the 50 or 60 million years ago. Komodo can live maybe 70 years, 100 years, but that depends of the food. Komodo can survive in the cold time and can survive in the hot time. So why they're living until now or they're alive until now. They hunting the prey, so like deer, so wild boar, buffalo, and civet cat here. Komodo, they eat everything, so eat even the bones. They swallow the food like snake. Now the elephant not anymore, so already extinct because finished eaten by Komodo dragon. Komodo has 50 to 60 types bacteria so in the saliva. Animals after they get bit by them, maybe 4 or 5 until 1 week, the animals will be done. And later maybe the other dragon come from any direction because they smell the animals dead. Sometimes they fighting with others. Komodo not living together because they are a cannibal. They eat each other. The other female dragon, they can eat the female dragon egg. Also the male dragon, they eat the female dragon egg. But the mothers not eat the egg, but the mother only eat on baby. So they protect egg, but not protect baby. They coming out from the nest and then they climb up to the tree, how to stay away to protect themselves from the mother. And then they spend their time up the trees as long as 3 years. The length of Komodo dragon here, 3 meters, 50 centimeters. Komodo, when they swim, so like a dog, they face or they head above the water because Komodo very sensitive nose with the water. Yeah, but they can swim until 500 meters, but not crossing to another island. I became rangers because I'm original from here. I want to protect the Komodo dragon here. Je laisse les dragons et Ousmane, le range gardien, pour m'envoler vers ma dernière île indonésienne. Il y a 0 marque de pollution, 0 plastique, 0 déchet. C'est 100% clean. Normal, il n'y a personne qui vient. Là, je me trouve devant les hot springs de la petite île de Alor en Indonésie. Il y a effectivement tout le cours d'eau qui est aux alentours. J'ai mis les pieds dedans. L'eau doit être à 60-70 degrés. Donc c'est vraiment un endroit qui est aussi beau que dangereux. Mon passage sur l'île d'Alor marque la fin de mon périple le long de l'arc indonésien et bientôt de ma présence en Asie. En 1 heure de vol, bien turbulent par moments, je rejoins le Timor-Leste où le plus grand challenge de mon expédition m'attend. Je vais devoir survoler plus de 800 km au-dessus de la mer du Timor pour rejoindre l'Australie. Je me trouve dans la petite ville de Suai, au Timor oriental, et puis c'est l'endroit le plus près de Darwin en Australie. L'idée est vraiment que j'aie une vitesse moyenne de 80 km/h pour avoir assez de carburant et assez de temps pour pouvoir faire la traversée. Le nom de code de la machine 34 Alpha Lima Foxtrot, ALF, étant Alien Life Form. Donc il y aura un petit alien aujourd'hui dans les airs pendant assez longtemps. Je pense que le vol risque de durer entre 9 et 10 heures. Et voilà, Fly the World is back on track, direction l'Australie. Ça y est, c'est parti pour le plus long vol de l'expédition. Et au-dessus de l'eau en plus. Ce n'est plus le moment de réfléchir. Je me suis programmé pour atteindre le continent australien. Mais tout au fond de moi, je sais bien qu'une panne au milieu du parcours m'enverrait à un rendez-vous avec les requins et plus près des côtes avec les crocodiles. Ne pas penser, croire en sa bonne étoile.
En début de vol, je n'arrive pas à dépasser les 40 km/h. Trop de vent de face, je vais droit à la panne d'essence. Il faut que je cherche des vents favorables en altitude. Transfert des 80 litres d'essence additionnelle à 3500 mètres. Moment critique et essentiel. C'est une traversée absolument incroyable que je suis en train de faire. J'ai du vent de dos, je suis à 120 km/h. J'ai totalement rattrapé le retard que j'avais au début du vol. Mais rien n'est joué. Mais il me reste un petit peu moins de la moitié du carburant. J'ai fait 420 km. Les contours de l'Australie se dessinent. Paris gagné. Je suis accueilli par des vents latéraux violents. L'atterrissage est sportif. Cette traversée là que j'ai fait, c'était un énorme challenge, hein. Et je pense que je suis le premier à faire une traversée au-dessus de la mer du Timor avec un ULM pendulaire comme ça. Après, il faut toujours une première, hein, de toute façon. C'est pas mal turbulent, ça allait un peu dans tous les sens. Je faisais un peu le yo-yo entre en haut, en bas et à gauche, à droite. Mais autrement, pour un premier vol sur l'Australie, au niveau des paysages, c'est vrai que c'est assez incroyable. Et je pense que je vais me faire secouer une bonne partie de l'Australie, hein, quand même. Alors les voitures ne s'arrêtent pas pour les autostoppeurs, malheureusement pour moi. Par contre, les mouches, elles aiment bien venir sur toi. Et elles aiment bien que tu les prennes par contre en autostop. Ça c'est l'autre truc. Là, j'ai commencé mon stage de crocodile Xavier. C'est un vol de 5h30 turbulent du début à la fin. Et c'est pas juste des petites turbulences, c'est vraiment des énormes turbulences. La machine, elle part à gauche, à droite. C'est impressionnant. Et c'est infesté de mouches dans tous les coins. Alors, pourtant il me semblait que je m'étais douché hier soir. Alors, bonne marche, hein, Xav. Ciao. Je pose là parce qu'il y a juste une piste d'atterrissage là qui me permet de rejoindre Tenerife Creek et Alice Springs. Mais j'ai aucune idée où je débarque, hein. Je peux pas dire que ça soit trop fréquenté par ici. Bon bah.
Il est 5 h du mat, là, j'ai décidé de me lever super tôt pour faire un vol tôt le matin, histoire d'avoir beaucoup moins de turbulences. Parce que le vol d'hier a été un vol que je pourrais quand même qualifier de relativement dangereux. Il y avait tellement de turbulences que la machine, elle allait dans tous les sens. Et à certains moments, à cause de turbulences, la machine, elle se met carrément sur l'aile. C'est pas vilain, hein? Ça, c'est du décor de réveil ici en Australie. Tu ne peux pas être en Australie sans avoir au moins une fois un selfie, une photo ou une vidéo avec un de ces panneaux. Eh bien voilà qui a fait pour moi. Wouhou! Même en étant adulte, je pense qu'on a toujours des rêves d'enfant qui restent un petit peu en nous et qu'on a l'envie de réaliser. Un de mes rêves d'enfant, c'était de voir Uluru, Ayers Rock, en Australie. Parce que pour moi, l'Australie, c'était à l'autre bout du monde. Bienvenue à Ayers Rock avec votre guide local, Xavier Resset. Alors ça risque d'être vachement plus concis et moins détaillé que si c'était quelqu'un de local. C'est vrai qu'on peut dire qu'Uluru, c'est un endroit géologiquement incroyable et également un endroit qui a une force spirituelle absolument énorme. On peut tellement comprendre pourquoi les aborigènes ont considéré ça comme la montagne sacrée. Et au milieu, il y a cet énorme monolithe dont on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il fait là ? Le monolithe, il est énorme, il fait 300 mètres de haut, c'est quelque chose de super impressionnant sur 3 km de long, c'est vraiment énorme. Là, en fait, on est rentré un petit peu à l'intérieur du monolithe et derrière moi, il y a un énorme cirque qui récupère toutes les eaux de pluie et qui les amène derrière moi dans cette espèce de bassin naturel. Et normalement, il y a toujours de l'eau dans ce bassin, sauf que ça fait 2 ans ici qu'il n'a pas plu. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer, et ces choses-là, eh bien, il faut les accepter. Par exemple, le nombre de mouches incroyables qui sont partout dans le bush ici australien. Ça, c'est le petit bémol. Allez. Très important, les mouches. Ne pas oublier les mouches. Bye bye Uluru. Je continue ma descente direction Coober Pedy. Coober Pedy, 1762 habitants, perdu dans l'immensité désertique de l'Australie méridionale, est la Mecque mondiale de l'opale. Et du coup, ici, on a creusé à peu près partout.
Un vrai gruyère. Plus de 80% de l'opale au monde est extraite ici à Cobber Pedy. Cette petite ville a quelque chose d'extraordinaire, c'est que entre 50 et 80% des habitations, des commerces, des musées se situent sous terre. Il y a même un pub qui est souterrain. Les températures peuvent monter à plus de 50 degrés l'été, donc les gens ont pris l'habitude de vivre sous terre. On a vraiment l'impression d'être dans une mine, mais en fait on est juste dans l'hôtel, dans un des dortoirs de l'hôtel, ici à 30 mètres sous terre. Les mineurs à l'époque habitaient déjà sous terre. Il faisait moins chaud, moins de chances de se faire cambrioler, et puis ils sont directement sur leur lieu de travail. J'ai rencontré Nico, un grec venu comme beaucoup faire fortune après avoir entendu un récit d'un mineur devenu riche en peu de temps ici. So I thought, if he can do it, I can do it too. You're sure? But we come here and it did not work that way. Cobber Pedy, what does it mean? Is a white man in the hall by the Aborigines. A nurse that was working over at the hospital, and she found a $17,000 piece of opal. So still a really rich area. Je tente vraiment ma chance au bol, mais je pense pas que c'est aujourd'hui que je vais devenir riche. J'en ai trouvé une. Mais la mienne est bien modeste, à côté de certaines autres. Ça, c'est un super décor restant du film Pitch Black qui a été tourné ici, dans le désert de Cobber Pedy. Celui-là, ça doit faire un moment qu'il a pu voler, je l'échangerai pas contre mon ULM. Williams Creek, 10 habitants permanents, le pub le plus isolé du monde, comme un air de désolation ultime au milieu de l'outback australien, un point de ravitaillement incontournable. Maintenant, c'est mission refueling avec la tempête de sable qui est derrière moi. À 200 km de Williams Creek, en 1998, est soudainement apparu un géoglyphe monumental de 3 km de long, le Mareyman. Personne ne sait qui a réalisé ce chasseur géant. Cette énigme entretient maintenant un intérêt certain pour le tourisme dans la région. J'ai devant moi plus de 1200 km de vol et quelques arrêts pour atteindre Early Beach sur la côte est et la Grande Barrière de Corail. En arrivant à Early Beach, j'étais à 2 doigts de me cracher violemment à cause des turbulences. Il s'en est vraiment fallu de peu. Après des milliers de kilomètres à travers l'outback australien, ces tempêtes de sable et les assauts permanents des mouches, les eaux turquoises et le sable blanc de Whitsunday Island sont une bénédiction. Plonger sur la Grande Barrière de Corail, ça aussi, c'est un rêve d'enfant enfin réalisé. Mais j'ai l'inconfortable impression d'avoir attendu trop longtemps. Par endroits, de grandes étendues de corail mort me rappellent combien notre planète, et l'océan en particulier, est menacée. Nous avons maintenant tous à l'esprit la nécessité d'agir et de modifier notre mode de vie pour contribuer, chacun à notre niveau, à sa protection. Après 400 jours d'aventure autour du globe, je ne suis plus qu'à 1000 km de mon objectif, Brisbane. J'aurai atteint le bout du monde avec ma petite machine. Mais ce n'est sûrement pas l'exploit que cela peut représenter pour certains que je garderai en mémoire. La vingtaine de pays et les 26 000 km parcourus sur 4 continents ont été autant d'opportunités de rencontres merveilleuses.
des personnalités authentiques qui ont su garder leur optimisme et cultiver une vision positive de toute chose. Ces valeurs sont les piliers de ma philosophie, l'énergie qui me donne le sourire tous les matins et qui me fait penser que le meilleur reste à venir. J'aime à croire que l'aventure commence au coin de la rue et qu'elle est aussi et avant tout une aventure intérieure. Mais s'il était facile de se connaître, nous l'aurions fait depuis longtemps et on vivrait dans un monde bien différent. C'est en faisant que nous créons, que nous apprenons à surmonter les obstacles, nos peurs et nos doutes. L'action permet à nos rêves de prendre forme et détermine qui nous sommes. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. À chacun de décider de vivre son odyssée.